Nous voici proches de la fin d'année. C'est le moment traditionnel pour lancer la campagne de récolte de dons pour faire vivre TV Liberté en 2020. C'est un moment crucial puisqu'il régit l'avenir même de la première chaîne audiovisuelle alternative de France. France fragile. Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Il y a peu, à Chypre, au sein de l'Union européenne, tous les déposants ayant des comptes de plus de 100 000 € ont perdu 60% de leur épargne sur une simple décision gouvernementale. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. Les dirigeants français fragilisent les familles en imposant à court terme la théorie du genre et la marchandisation des corps. Ces errements s'ajoutent à la dévastation de notre environnement. Il n'y a pas de plus grand danger que de vouloir asservir totalement la nature. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un môle de résistance et de reconquête. Ensemble, en l'espace de 6 années, nous avons fait face au couperet de la censure qui cherche à criminaliser les idées justes et même de simples constats. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût. Mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble, nous avons tenu la dragée haute à une presse gavée de subventions, d'avantages et de privilèges. Et parmi elles, une caste médiatique qui humilie et blesse les Français, mais qui accepte sans barguigner leurs redevances audiovisuelles, 139 € par an, et leurs impôts. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Donnez-nous la possibilité de desserrer le carcan de la pensée conforme, de faire connaître une autre vérité, une information exemplaire et vérifiée. Donnez-nous les moyens de mieux rayonner dans nos régions et provinces, d'être plus proches des réalités sur le terrain. C'est un objectif essentiel pour l'année qui vient. Je le répète, ils cherchent à nous fragiliser. Eh bien, ensemble, parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors avant de commencer l'émission, je vous rappelle que ce numéro d'immédiat est disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Gilets jaunes, médias et extrême gauche gâchent l'anniversaire. Les Gilets jaunes ont fêté 1 an d'une mobilisation exceptionnelle par sa nature et sa longévité. Mais les violences de l'extrême gauche ont été complaisamment relayées par des médias avides de diaboliser les Gilets jaunes. L'AFP qui exporte son amateurisme à l'international et se couvre de ridicule, France Culture qui sombre dans le complotisme, la semaine médiatique aura été agitée. Manif des identitaires, les médias du côté de l'islamisme ? Minimisation, attaque absurde, volonté de salir, tout le registre de la diabolisation médiatique a été utilisé à l'encontre de la manifestation contre l'islamisme. Et Jean-Yves, pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image de la semaine, eh bien, c'est la vidéo du préfet allemand face à une gilet jaune. On va la regarder tout de suite.
Madame, vous avez un joli gilet jaune. Oui, je suis gilet Très jaune, bien. mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Oui, alors cette déclaration du préfet de police, du préfet allemand, est assez choquante. Parce que le rôle de la police, du préfet de police, c'est d'assurer la liberté de manifester. Évidemment d'éviter la casse, mais son premier rôle, c'est la liberté de manifester. Donc il n'est pas dans un camp plutôt que dans un autre. C'est pas un match de foot entre les policiers et les manifestants. Les policiers sont là pour assurer l'ordre public, les manifestants pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc c'est choquant. Alors d'où il vient ce préfet allemand ? C'est assez intéressant de voir son profil, sa carrière. Il a commencé sa carrière tout à fait au bas de l'échelle dans une commune, pas n'importe quelle commune, une commune socialiste, une commune maçonnique, on peut dire, Épinay-sur-Seine. Et puis de là, il a commencé à aller dans des cabinets ministériels, le cabinet de M. Bambuc, l'ancien sportif ministre des Sports, le cabinet de M. Baillet. Baillet, il est bien connu de nos services. C'est le patron de la Dépêche du Midi, c'est une grande notabilité du Grand Orient de France. Et à partir de là, il est rentré dans la préfectorale. Donc il est rentré, c'est un homme, fondamentalement, un homme du Grand Orient qui a fait une carrière préfectorale d'ailleurs assez brillante, avec beaucoup de postes importants. Et puis, son avant-dernier poste, c'est préfet à Bordeaux. J'allais dire préfet de police, non, préfet à Bordeaux. Et là, il s'illustre par une répression particulièrement violente des Gilets jaunes. On se souvient de la scène où un homme dont on sait que c'est un pompier volontaire, en fait, est abattu dans le dos, on peut dire, 3 jours de coma dans une scène de répression policière absolument pas justifiée, mais qui était organisée par le préfet allemand. Et à partir de là, le gouvernement se dit, Monsieur Castaner, voilà l'homme qu'il nous faut pour la tête de la préfecture de police de Paris. Et donc, quand Monsieur l'Allemand dit à la manifestante, nous ne sommes pas dans le même camp, quand il envoie ou fait envoyer des palos sur les manifestants, au fond, c'est bon baiser du Grand Orient. Passons au premier sujet. Gilets jaunes, médias et extrême gauche gâchent l'anniversaire. C'était donc les 1 an des Gilets jaunes ce week-end. Et Jean-Yves, à cette occasion, CNews a même ressorti Sylvain Boulouc, le fameux expert qu'on connaît bien, qui avait confondu un drapeau Picard avec un drapeau d'extrême droite, selon ses dires. Pour un expert, ça la met un petit peu mal. Et puis, il avait aussi annoncé que l'une des personnes qui avait apostrophé de manière très virulente Alain Finkielkraut était un proche de Dieudonné, ce qui n'était absolument pas le cas non plus. Donc, 2 erreurs majeures. Mais, alors, il est de retour sur le plateau de CNews pour les 1 an. Et on l'écoute. Alors, c'est évidemment humoristique. C'est très court. C'est une petite déclaration de Sylvain Boulouc, tirée de son contexte, mais on l'assume. Je vais être caricatural parce qu'on n'a pas le temps vraiment de tout développer. Ouais, alors, Nicolas, un peu de respect quand même. Boulouc, c'est pas n'importe quoi. Les boulettes de Boulouc lui ont valu en 2019 le Bobard jaune, le Bobard d'or pour sa couverture des manifestations de Gilets jaunes. Alors j'en profite pour faire quasiment une page de publicité, dire à nos amis web spectateurs que l'album des Bobards est sorti. Il y a plus d'une centaine de Bobards, les meilleurs Bobards des médias au cours des 10 dernières années. C'est pas seulement distrayant, c'est pas seulement amusant, c'est aussi un outil de travail parce qu'il y a un index. Et alors dans cet index, on trouve effectivement des grands noms comme celui de M. Boulouc, comme celui de M. Barthès et j'en passe. Alors Jean-Yves, on a également eu un traitement médiatique, on va dire, un petit peu plus large que seul cas de Boulouc. Le niveau médiatique n'a pas été aussi bon sur les grandes chaînes et sur France Info notamment, par exemple, que sur TV Liberté, qui a réalisé une édition spéciale de qualité sur le sujet. La preuve, donc, avec sur France Info, cet entretien de François Boulot accordé à Alexandra Usan. Et vous allez voir que la première question est très agressive. Vous êtes l'auteur d'un manifeste, vous êtes avocat. Quel est votre but? Il est politique? Mon but, dans le cas du manifeste, c'est restaurer l'image des Gilets jaunes auprès de l'opinion publique parce que je trouve que les médias se sont bien trop concentrés sur la violence dans le mouvement et ont très rapidement oublié les causes de la colère. Et après cette première question, qui tenait plus de l'affirmation d'ailleurs que du questionnement, l'entretien va rapidement se porter sur le soutien médiatique apporté à Emmanuel Macron.
Vous voyez, Emmanuel Macron, il est arrivé au pouvoir non pas par l'opération du Saint-Esprit. Il a été aidé par des réseaux, des puissances d'argent, on le sait. Il a été élu aussi par les Français. Oui, bien sûr, mais... Il y a quand même le vote, le suffrage universel, je pense. D'accord. Et combien de couverture médiatique a-t-il bénéficié? Vous voulez dire que les médias ont fait élire Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Il a bénéficié d'un petit vent dans le dos médiatique, ça me paraît très clair. Il a fait 51. Excusez-moi, mais je pense que chacun est libre dans l'isoloir, donc... Mais je ne savais pas que vous aviez position pour donner votre avis. Mais je donne mon avis pour dire que le suffrage universel existe et que chacun est libre de voter pour qui il veut au moment de voter. Voilà, mais si vous voulez... Oui, j'ai le droit de donner ce genre d'avis, enfin ce genre d'information. Il y a eu un effet de loupe mis sur Emmanuel Macron qui va permettre d'avoir une très grande visibilité. On sait très bien qu'il est ami avec Bernard Arnault, avec Xavier Niel. Bon, alors ce représentant des Gilets jaunes est très, très calme. Il reste très calme face à une journaliste agressive. Oui, qu'il est moins, effectivement. Il y a un peu une inversion. La journaliste apparaît beaucoup plus agressive que ce gilet jaune extrêmement mesuré, extrêmement pondéré, et qui dit des choses tout à fait justes. Alors, moi, j'irais même plus loin. Parce que... il nous dit Macron a été élu grâce au soutien médiatique. C'est un peu plus que ça. C'est une fabrication médiatique. Macron, il n'existait pas un an avant. 6 mois avant, il n'existait pas. Il était ministre de l'économie. Il était ministre, il était un des 40 ministres de Hollande, oui. Mais il a été poussé, fabriqué, mis en avant comme ministre et mis en avant ensuite comme candidat. Donc c'est une fabrication médiatique. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, mais au fond, Macron est sorti, on pourrait peut-être trouver quelqu'un en 2022. Bah oui, mais pour trouver quelqu'un pour 2022, encore faut-il qu'il soit fabriqué, et qui, en l'état actuel des choses, peut le fabriquer, si ce n'est les médias. Peut-être d'ailleurs qu'en 2022, ils trouveront un produit de substitution à Macron. C'est tout à fait possible. Mais c'est une fabrication médiatique. Alors on va passer à l'analyse de la manifestation en elle-même. L'anniversaire des Gilets jaunes a été violent selon France Info, éclipsé par les casseurs selon Le Parisien, flambée de violence, l'attitude scandaleuse des manifestants pour RTL, pompiers caillassés pour Le Figaro, etc. Donc tous les médias ont noté la violence d'une certaine partie des manifestants. Mais il fallait aller sur TV Liberté pour comprendre clairement qui étaient les auteurs de ces violences. Malgré la constance de certains gilets jaunes de la première heure, le rendez-vous du samedi est devenu peu à peu le théâtre du défoulement des milices d'extrême gauche et autres Black Blocs. Une tournure qui ne doit toutefois pas passer sous silence la grande motivation d'une partie des manifestants qui s'efforcent encore d'essayer de se faire entendre dans le calme, mais qui font malheureusement les frais de l'extrême gauche qui, à l'observer, n'a que faire des revendications sociales des gilets jaunes de la première heure. TV Liberté appelle une milice d'extrême gauche, une milice d'extrême gauche. C'est un vocabulaire qu'on entend peu dans les autres médias, voire qu'on n'entend pas du tout. Or, c'est exactement ça, la réalité. Et les milices d'extrême gauche ont cassé, avec la complicité du gouvernement, avec la complicité du préfet de police, M. Lallemand, ont cassé les Gilets jaunes ou contribuent à casser les Gilets jaunes. Et on va le voir dans l'heure des pros, Pascal Praud et Jacques Séguéla ont noté la différence. Alors ils n'ont pas nommé l'extrême gauche évidemment, mais ils ont noté la différence entre les Gilets jaunes et les casseurs. C'est pas les Gilets jaunes, c'est des Black Blocs. Ce sont les assassins de la République, ce sont les assassins de la démocratie. Ils sont 200 à 300. Il y avait 4000 flics, ils sont connus, ils sont répertoriés. Il faut les sortir du système. On ne laisse pas des assassins en liberté. Il y avait 2 France samedi. Il y avait la France de Paris, qui était le show des destructeurs de la République, et il y avait la France de la province, où la réalité du mal-être était toujours vivante. Très bonne déclaration de ces gars-là. Alors c'est doublement intéressant, effectivement, parce qu'on voit que les médias, ils sont parisiano-centrés. Hein, et donc, ils s'intéressent à ce qui se passe à Paris. D'abord, c'est plus facile, c'est à côté de chez eux. Et puis, ça leur donne des images avec du feu. Il y a du feu, il y a de la couleur. Ça leur plaît, quoi. Voilà. Et donc, on voit l'extraordinairement déformation médiatique des médias par centralisme parisien, finalement. Et Jean-Yves, on voit aussi qu'effectivement, il y avait des casseurs, il y avait de la violence, et que ça a attiré l'œil des médias, effectivement. Par exemple, Jean-Michel Apathy, qui a pris son Twitter en main et qui a écrit « Voitures incendiées, banques attaquées, centres commerciaux pris d'assaut, les gilets jaunes sont de retour ». Donc on voit
Les gilets jaunes et non pas les Black Blocs et non pas les milices d'extrême gauche. Voilà, tout est question de vocabulaire. On a vu le retour de Boulouk, Apathy, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sur les gilets jaunes. Mais c'est des... Boulouk et Apathy, c'est quand même des bons clients pour nous, pour TV Liberté, pour les médias, pour les babards, voilà. Et en tout cas, effectivement, les médias se sont focalisés, donc ont braqué les projecteurs médiatiques sur les violences. Est-ce que finalement, c'est pas, il y avait la facilité que ça soit à Paris, mais est-ce que c'est pas aussi un peu une manœuvre médiatique pour diaboliser les gilets jaunes? Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui semble assez évident. Enfin, quand on regarde le traitement et qu'on voit qu'il y a par exemple des heures d'antenne avec en fond l'image de la stèle du maréchal Juin qui a été vandalisée, ce qui est évidemment déplorable. Mais c'est vrai qu'il y a une focalisation des médias là-dessus au détriment du discours des gilets jaunes, donc c'est quand même problématique. Alors par contre, pour Pascal Praud, la police n'a aucune responsabilité dans les violences. On va l'écouter à son antenne. Le mot violence policière, je le récuse sur ce plateau. Oui, alors violence policière, moi personnellement, je préférerais parler d'ailleurs de violence gouvernementale, parce que la police, elle applique les consignes qu'elle reçoit du gouvernement, et en l'occurrence à Paris, du préfet de police. Et la consigne, c'est... embarquez-moi tout ça, bombardez-moi tout ça, etc. On voit très bien cette scène où c'est un manifestant pacifique, encore une fois, qui perd son œil. La majorité des gens qui ont perdu leur œil, 25, c'est pas rien. Ça s'était jamais vu en France depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de d'éborgnés en France massivement pour ces raisons de répression. Et c'est fait délibérément. Et pourquoi ça continue d'être fait? Parce que les enquêtes n'avancent pas. Fiorina Ligné, ça fait 1 an qu'elle a perdu son œil alors qu'elle manifestait pacifiquement. L'enquête de l'IGPN, elle est toujours au point mort pour le moment. Et donc, les policiers, ils savent qu'ils peuvent y aller. Quand ils reçoivent l'ordre de balancer les palos, ils balancent les palos sans faire trop attention au fait que ça peut éborgner des gens. C'est aussi le choix du matériel. Pourquoi il y a des éborgnés maintenant et qu'il n'y en avait pas avant? Les manifestations en France, il y en a quand même toujours eu. Pas nouveau. Et est-ce qu'on ne pourrait pas... Enfin, ça a été quelque chose qui a été vu par beaucoup de médias. La question c'est posée notamment par des personnes qui étaient interrogées par des médias. Est-ce qu'il y a eu potentiellement un rôle de la préfecture ou du gouvernement dans la provocation de ces affrontements? Alors, il y a 2 choses. Il y a le choix du lieu. On autorise la place d'Italie. La place d'Italie, c'est un chantier. Vous me direz, tout Paris est un chantier. J'avais fait d'ailleurs, alors vous voyez, j'avais fait quelques tweets avant le début de l'opération des Gilets jaunes, des tweets humoristiques à l'époque, en disant c'est une bonne idée de Madame Hidalgo de mettre des palissades de chantier partout, ça va être bien pour les manifestants. C'était il y a plus d'1 an. Il y a toujours partout les mêmes palissades, tous les moyens qui permettent tout de suite de faire des barricades, voire de balancer des objets, des pavés sur les policiers. Et donc, on facilite le travail des Black Blocs. Et puis, on facilite le travail des Black Blocs en ne les interpellant jamais. Alors qu'on les connaît, comme le dit d'ailleurs une jeune femme policier d'un syndicat de police. Oui, c'est Linda Kebab qui le disait. C'était en octobre dernier face à Yves Calvi. On va écouter l'extrait. On pourrait les arrêter en amont. Finalement, on a des agents de renseignement qui sont excellents. Depuis la loi travail, bizarrement, les cortèges de Black Bloc arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. C'est à se demander si les ordres, finalement, ne sont pas un peu manquants. Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire? Oui, moi, c'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un laisser-faire, et malheureusement, j'en ai aussi été témoin. Oui, on peut arrêter les Black Blocs quand ils sortent des stations de métro, on sait par où ils arrivent. Oui, ils sont déjà en infraction du point de vue du code pénal, mais aussi on sait qu'avec le code de procédure pénale, on peut les empêcher d'atteindre les cortèges. Oui, on pourrait le faire, oui, on attend les ordres, oui, ils ne viennent pas. Je crois que c'est très clair. Les Black Blocs sont les milices du régime, sont les milices de la dictature Macron. Vous savez, c'est pas très nouveau. À l'époque de la dictature communiste de Ceausescu, quand on voulait briser l'opposition, on sortait les mineurs, les syndicats de mineurs. Aujourd'hui, on ne sort plus les syndicats de mineurs, on sort les Black Blocs. C'est le même principe. C'est un principe. C'est une démarche, d'un certain point de vue, la protection dont bénéficient les Black Blocs. C'est une opération de police politique. Il faut appeler les choses par leur nom.
Et on aimerait bien voir les grands médias français qui se targuent de gagner des prix journalistiques enquêter un petit peu sur les dires de cette... Ah mais ils sont beaucoup plus forts pour enquêter sur la répression à Hong Kong que sur la répression à Paris. Hein. Passons à la revue de presse. Bien Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, les journalistes de Ouest France ont trouvé un jeune de 18 ans qui lit le journal tous les jours. Alors là, chapeau, hein. Là, c'est de l'enquête. Hein. Parce que trouver un jeune de 18 ans qui lit la PQR, chapeau. Hein. Bah, ils en font un article, hein, donc ah ça ouais, montre que c'est là, vous voyez, ça, c'est de l'investigation. Bah, ça montre surtout qu'effectivement, la presse écrite est en désuétude auprès des jeunes générations et que du coup, bah, dès qu'ils en voient un, ils le mettent dans un bocal. Quoi. Ah oui, il faut ce gars-là, il faut le protéger. Hein. Ouais, alors, autre sujet, c'est l'agence France Presse qui s'illustre à l'international, aux États-Unis notamment, en ayant publié une dépêche urgent, plus de 100 000 enfants détenus dans des camps. Le but était évidemment de viser l'administration de Donald Trump. Ça s'appuyait sur un document des Nations Unies. La dépêche AFP internationale est donc reprise par des médias dans le monde entier, par exemple le journal Manille. Eh bien, sauf que finalement, ces chiffres dataient de 2015. L'AFP ne l'avait pas vérifié. 2015, ce n'était pas Donald Trump. C'était le Obama. Ah mais l'Obama, il est gentil, c'est pas possible ça. Eh ben, c'est tellement pas possible que du coup l'AFP a décidé de rétracter et de supprimer sa dépêche. Bon, vous connaissez la définition de l'AFP. Il y en a plusieurs que vous connaissez. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est l'agence France Presse, c'est pas seulement l'agence France Propagande. Alors l'AFP, là aussi, ils ont été cités de très nombreuses fois au Bobard d'Or. Ils ont plusieurs Bobards d'Or. Bah là, voilà une candidature supplémentaire. Bravo. C'est par contre l'AFP, c'est un savoir-faire français que nous, on connaissait bien, mais là, les Américains peuvent maintenant découvrir l'AFP. Ils n'ont pas été déçus, à mon avis. Non. On en rigole, mais ça fait partie de la décrédibilisation de la France aussi, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Alors que l'AFP, ça devrait être la voix de la France à l'international, la communication de la France à l'international, bah, c'est pas brillant. Quoi. Bah, en fait, ils ont été pris dans leur idéologie, ils ont vu quelque chose qui pouvait être contre Donald Trump, ils n'ont pas cherché plus loin, ils n'ont pas vérifié des choses pourtant évidentes, et du coup, bah, ils se retrouvent à se ridiculiser et à ridiculiser la France, effectivement. Ouais. Alors, l'international, toujours, c'est une nouvelle qui concerne Julian Assange, qui est toujours emprisonné au Royaume-Uni, et on a appris bien que la Suède arrêtait les investigations, l'enquête concernant les charges qui pesaient contre Julian Assange à propos d'un viol présumé. Finalement, c'est quand même une nouvelle qui est un peu dramatique. Il faut resituer les choses, effectivement. Assange est obligé de se réfugier à l'ambassade d'Équateur en Grande-Bretagne parce qu'il était, à l'époque, poursuivi par la Suède. Et c'est donc à la demande de la Suède que la Grande-Bretagne a voulu arrêter pour ce viol, donc. Oui. Assange. Pour un viol, c'était un viol quand même un peu particulier. Ça, c'est des particularités de la loi suédoise. C'était un viol avec consentement. Avec consentement, mais je crois sans protection. Enfin, bon, c'est une affaire suédoise, mais enfin... Donc, on le poursuit pour viol avec consentement, ce qui fait qu'il est obligé de se réfugier à l'ambassade d'Équateur. Et quand le régime change en Équateur, parce que les Américains ont réussi à mettre en place... un de leurs hommes liges, il est obligé de sortir de l'Équateur, et Assange est arrêté à la sortie de l'ambassade d'Équateur par la police britannique à la demande des Suédois pour l'extrader en Suède. Là-dessus, l'Amérique engage des poursuites, demande à son tour que Assange soit saisi, et à partir du moment où l'Amérique demande à ce qu'Assange soit saisi, il n'y a évidemment plus aucun intérêt à l'envoyer en Suède, et la Suède retire ses poursuites qui étaient en fait bidons depuis l'origine. Alors on ne sait pas si c'était bidon, mais en tout cas ça apparaît, là, l'enchaînement fait que ça apparaît... Très largement bidon, oui, très largement construit, fabriqué, et résultat, Assange, il va finir sa vie en prison, c'est le but, hein. Voilà. C'est pas brillant, ni pour la Suède, ni pour la Grande-Bretagne, ni pour l'Équateur.
Et pour la France, qui aurait pu intercéder et lui accorder le droit d'asile. Et pour les journalistes français qui ont été extrêmement frileux à le défendre et à prendre position pour lui, alors que c'est pourtant quelqu'un qui a quand même fait beaucoup d'éclats journalistiques. Mais bon, ça c'est autre chose. Autre actualité, c'est la censure Google qui est attaquée par la Pologne. C'est un article de Logim qui nous l'apprend. Alors ça, c'est très intéressant parce que, enfin, des gens osent protester contre les censures arbitraires de Google, engagent une action. Je pense que c'est intéressant, c'est à suivre. Peut-être que c'est à imiter. En tout cas, bravo aux Polonais. C'est une organisation polonaise d'avocats qui a attaqué Google. C'est bravo à eux. C'est sans doute quelque chose à regarder de très près. Merci à l'Observatoire des journalistes de Claude Cholet de nous l'avoir signalé. Alors, deux petits mots quand même sur Claude Cholet. Il est poursuivi actuellement par Ramzi Kiroun. Ramzi Kiroun, c'est un homme qui vient de l'entourage très proche de DSK, à qui il a rendu beaucoup de services, on va dire, et qui est maintenant un élément important du groupe Lagardère auprès de Lagardère, donc il n'admet pas d'être mis en cause, et donc il veut essayer de frapper Logim à la caisse en poursuivant Cholet. Enfin, Cholet va se défendre. Oui, il est solide de toute manière. Je signale de toute façon qu'en ce moment même, il est à un congrès à Prague, avec un certain nombre de représentants de médias alternatifs, notamment de médias alternatifs des pays de l'Est. Donc je crois que c'est extrêmement utile. Il faut que ceux qui défendent la liberté d'expression se solidarisent les uns avec les autres. Alors retour en France, mais toujours des problèmes avec la liberté d'expression, justement, puisque Radio France admet de manière un petit peu... quasiment direct, censurée tout simplement, puisqu'elle refuse de diffuser des spots pour promouvoir le référendum sur l'aéroport de Paris. Et on va voir que les raisons qu'elle avance sont assez extraordinaires. Si le ministère de l'Intérieur qui héberge cette pétition lançait une campagne d'information dans les médias, elle serait évidemment relayée. Là, les régies publicitaires peuvent refuser de s'engager dans ce débat. Donner la parole à l'opposition sur ce sujet, cela peut paraître clivant. Et je vous annonce d'ailleurs que Radio France refusera de diffuser ce clip en s'appuyant sur l'article 37 de son cahier des charges. Je vous le cite, les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions politiques des auditeurs. Alors, c'est évidemment une vaste blague, parce que les convictions politiques des auditeurs de France Inter, a priori, il y a toutes les convictions politiques parmi les auditeurs. Il y en a quand même plus que d'autres. Parmi les auditeurs, il y a des Français de toute, quand même de toute sensibilité. Donc, il y en a beaucoup qui ont des raisons d'être choqués par telle ou telle publicité. Bon, voilà, donc c'est quand même une interprétation, là en l'occurrence, excessive, extensive des choses, puisque ce qui pourrait choquer leurs auditeurs, c'est non pas une publicité pour la non-privatisation d'ADP, mais des aéroports de Paris, mais une publicité pour qu'il y ait la possibilité d'un référendum. Simplement la possibilité d'une expression, alors qu'évidemment, il faut savoir que la loi telle qu'elle a été votée, évidemment, ne permet pas ça, les choses facilement, puisqu'il faut 4,5 millions de signatures pour obtenir un référendum, donc c'est pas facile à obtenir, donc c'est assez logique que ceux qui sont favorables à ce référendum cherchent tout simplement à faire savoir qu'il existe auprès des citoyens. C'est une démarche de pure information. Ça choque France Inter qui dit d'ailleurs « Ah, mais si le ministère de l'Intérieur nous le demandait, alors là, on le ferait. » Ce qui est quand même la connexion entre la police et la police de la pensée. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Alors, autre actualité, Nick Conrad, le chanteur célèbre pour son titre « Pendez les Blancs », qui a été suivi par le titre « Douce France » récemment, dans lequel il déclarait, ce sont ses mots et pas les miens évidemment, « Je baise la France jusqu'à l'agonie », entre autres joyeuseté, parce que c'était pas les seuls termes on va dire tendancieux, pour le moins, et donc abandon des poursuites judiciaires contre lui. Alors je crois que ça c'est très intéressant, parce que le parquet, il est aux ordres de la ministre de la Justice, Madame Belloubet. Il abandonne toute poursuite contre Monsieur Nick Conrad. Dans le même temps, pardon de les comparer, parce que il y a un grand écrivain d'un côté, un huluberlu de l'autre, mais dans le même temps, on poursuit Renaud Camus, le procès va arriver incessamment, parce qu'il a dit que la France n'avait jamais colonisé autant qu'elle est aujourd'hui colonisée. C'est son opinion, il a dit aussi d'autres choses. Il est poursuivi, Camus est poursuivi pour délit d'opinion,
Nick Conrad, lui, n'est pas poursuivi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le parquet de Mme Belloubet, il pratique une double discrimination. Il pratique une discrimination raciale, parce qu'il ne poursuit pas le noir, il poursuit l'européen, et il poursuit une discrimination politique, parce qu'il poursuit l'identitaire européen, et il ne poursuit pas le multiculturaliste noir. Voilà. Et donc, on est une attitude de la part du parquet qui est doublement discriminatoire, ce qui est d'ailleurs un délit d'opinion, au regard de la loi Pleven. Donc, je pense que Mme Belloubet devrait s'auto-poursuivre. Je lui conseille de réfléchir à la question. Bon, c'est pas près d'arriver à mon avis. Vous êtes pessimiste. Ouais, peut-être un petit peu. Autre sujet, France Culture, qui a produit une vidéo, Jean-Yves, que je vais vous montrer et qui est assez délirante. Dès qu'on les cherche, les couleurs, on les trouve. Pourtant, aucune trace de cette certitude historique, ni dans nos musées, ni dans notre imaginaire de ce berceau de l'Occident. C'est le résultat de 2000 ans d'une histoire réactionnaire, qui place le blanc au cœur de ses valeurs et rejette l'impur, le bigarré, le métissage des couleurs. Employant des grands mots, effectivement, c'est un rejet de l'autre, que l'on voit apparaître, je vous dis, dès des textes de Pline l'Ancien, jusqu'aux pires excès de la Seconde Guerre mondiale. Alors ils sont doublement forts, parce que présenter Pline l'Ancien comme le précurseur d'Hitler, chapeau. Hein, là, c'est osé, c'est osé. Vraiment, le point Godwin, on n'arrête pas le progrès. Hein. Alors, d'autre part, je veux dire, tous les gens qui vont dans les musées, tous les gens qui prennent un guide touristique, tout simplement, vous prenez un guide touristique d'Athènes, n'importe lequel, on va vous dire les statues, elles étaient colorées. Oui, pour eux, c'est une nouveauté, quoi, pour France Culture. Dans les bandes dessinées, qui parlent de l'époque grecque ou de l'époque romaine, on voit que les statues, les temples sont colorés. Les Américains à Nashville, dans le Tennessee, ils ont reconstruit à l'identique, tel qu'on peut le savoir, le temple, le Parthénon, avec là une grande statue d'Athéna, tout ça est coloré. Donc il y a vraiment que les crétins de France Culture pour ignorer ce que tous les gens qui s'intéressent un tout petit peu à ça connaissent. Voilà, ce qui leur plaisait, c'était surtout la critique de la blanchité, de l'Occident pur. En fait, c'est idéologique. Et alors, vous voyez l'espèce de pontifiant, là, le cultureux pontifiant. Un historien de l'art. Historien de l'art, mais enfin, c'est d'une prétention. Et c'est de la désinformation, parce qu'encore une fois, quiconque s'intéresse un petit peu au sujet sait très bien que les statues étaient colorées. Les statues et même les temples, enfin les colonnes, voilà. Mais selon France... Et si on va en Crète, il y a eu une reconstitution du palais de Knossos, enfin, et on voit, c'est colorisé. Voilà. Oui, mais France Culture n'était pas au courant. Non, France Culture n'était pas au courant, non. Ouais. Alors, autre image colorisée, celle-là, c'est celle de Brune Poirson, la secrétaire d'État, qui apparaît dans Paris Match en photo, et on la voit sur la plage, Jean-Yves. Oui, alors on la voit sur une plage à Bombay. Alors, on s'occupe de tout, hein, y compris de la propreté en Inde. Il y a un gouvernement en Inde. Il y a de quoi faire à Paris. Il y a de quoi faire à Paris où il n'y a pas besoin. Donc elle va à Bombay, et alors elle va nettoyer une plage plein de détritus, avec des petites ballerines. Des petites ballerines. On sent qu'elle n'est pas restée longtemps sur la plage. Vraiment, elle a dû faire un travail terrible. Hein. Bon, voilà. Alors, ça, c'est intéressant, parce que on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait un nouveau patron à Paris Match, M. Hervé Gattignot, qui était choisi par M. Lagardère pour faire plaisir à M. Macron. Enfin, on peut supposer ça. Alors, il faut reconnaître que M. Lagardère, il a beaucoup de difficultés, puisque son groupe, on l'a déjà dit, le passif est supérieur à l'actif, donc ça lui donne pas beaucoup d'indépendance. Bon, quand on n'a pas beaucoup d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On fait des publi-reportages, parce que c'est un publi-reportage au service du gouvernement. Passons au deuxième sujet, manif des identitaires, les médias du côté de l'islamisme. Ce dimanche avait lieu la marche contre l'islamisme organisée par Génération Identitaire, et contrairement à la marche contre l'islamophobie la semaine passée, eh bien, les médias dominants n'avaient évidemment pas relayé l'appel à manifester. On notera au passage que les médias alternatifs, heureusement, s'étaient mobilisés. En premier lieu, évidemment, TV Liberté, mais il y en avait d'autres. Et par contre, eh bien,
Ces médias dominants n'ont pas manqué de souligner ce qui était selon eux une faible mobilisation. 20 minutes, BFM, Le Parisien ont employé ces mots. Jean-Yves, c'est la classique bataille des chiffres finalement. Oui, c'est la classique bataille des chiffres avec le fait qu'on prend généralement les chiffres au début et on annonce des chiffres qui sont toujours minorés. Personnellement, j'étais à cette manifestation, j'y ai pris la parole, donc je sais à peu près ce qui s'y est passé. Je pense qu'au début, il y avait effectivement 400-500 personnes, et qu'au final, il y a eu à peu près 800 personnes, qui est le chiffre qu'ont donné les organisateurs. Honnête. Moi, personnellement, j'ai regardé tout le cortège, j'ai compté les rangs, j'ai compté le nombre de personnes par rang. Alors, c'est un peu approximatif, hein, mais je crois que le chiffre de 800 personnes est exact. Ceci étant, c'est vrai que c'est faible, hein. On peut tout à fait dire que c'est tout à fait insuffisant. Mais c'est pas 300, c'est pas 400, etc. Et puis, quand on parle de faible mobilisation, c'est assez amusant, c'est de voir que tout dépend de qui organise quoi. Parce que j'ai là une double page du Monde sur une manifestation devant le Panthéon à propos des violences conjugales. Donc c'est un sujet qui est porteur en ce moment, dont les médias souhaitent parler. Donc là, on met une double photo sur une double page pour 22 personnes. Et donc là, sacrée mobilisation. En fait, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que très souvent, vous faites une manifestation, on va dire, il y a peu de monde, et vous faites un happening, parce que c'est un happening, et là, c'est très bien. Ouais, c'est une réussite. Voilà. Double page dans le monde. C'est la dérive de la communication. Alors qu'honnêtement, c'est plus facile de faire un happening qu'une manifestation. Surtout sur l'immigration, sur l'islamisation, où, disons les choses objectivement, les gens restent frileux. Hein, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a fait le déplacement, c'est un journaliste de Libération qui s'appelle Tristan Berthelout et qui a publié un article « À Paris, défilé des identitaires qui en ont assez des kebabs et des mosquées ». Un article dans lequel il parle du petit groupe d'extrême droite Génération Identitaire, que les manifestants étaient quelques dizaines, donc là il va fort, et il précise un gars avec un blouson de marque Lonsdale, celle traditionnellement portée par les skinheads, beaucoup de jeunes à peine sortis de l'adolescence, parfois fringués en noir, quelques filles et des personnes âgées. Ouais, alors vous voyez, il n'y a personne entre les jeunes à peine sortis de l'adolescence et les personnes âgées. Bon, en vérité, il y avait un peu toutes les générations. Et comme pour tout ce qui se fait n'importe où, la génération la moins représentée, effectivement, c'est les gens qui ont entre 35 et 55 ans, parce que c'est la période où ils ont le plus d'activités professionnelles, le plus d'enfants à la maison, etc. C'est très classique. Sinon, il y avait à peu près toutes les générations, et pas seulement des préadolescents et des gens proches du cimetière, quoi, comme ils le laissent entendre. Alors, quelques dizaines, il faut quand même être sérieux, quoi. Voilà. Quand même être sérieux, il y a des images qui montrent une foule. Bon, c'est pas des milliers de personnes, c'est vrai, mais c'est un petit millier de personnes, c'est pas quelques dizaines. Et on note que... Mais Berthelot, c'est pas un journaliste, c'est un militant d'extrême gauche, un vieux militant d'extrême gauche. Militant malgré lui, je pense, parce qu'il n'est pas encarté dans un parti ou autre. Et qui est un journaliste subventionné, quoi, voilà. Ce qui est le débouché naturel du militant d'extrême gauche, c'est journaliste subventionné. Mais en tout cas, ce qui est vraiment incroyable, c'est cette mention, un gars avec un blouson de marque Lonsdale, celle traditionnellement portée par les skinheads. En gros, il a trouvé une personne sur 800 avec un vêtement de cette marque-là, et pour lui, ça suffit à en faire une information digne d'intérêt pour figurer dans son article. Tout ça pour diaboliser, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, mais je crois, je l'ai rencontré, figurez-vous, ce journaliste il y a quelques temps. Ah, mais vous avez des relations, Nicolas, bravo. Il faut bien. Et je l'ai rencontré, il avait une blessure, il avait une attelle au genou, et figurez-vous qu'il m'a confié qu'il s'était fait cette blessure lors d'une partie de tennis sur son temps de travail à Libération. Donc je peux vous dire qu'on comprend pourquoi les articles sont pas si bien fignolés. Ah bah oui, ils font du tennis. Remarquez pendant ce temps-là. Bah oui, ils s'amusent. Bon. Jean-Yves, un autre média qui n'a pas été très honnête, mais on a l'habitude, vous me direz, c'est l'AFP, puisqu'elle a un petit peu travesti les propos que vous avez tenus durant cette manifestation. Oui, alors les organisateurs m'avaient invité à parler à la fin de la manifestation. J'ai parlé, j'ai dit notamment des musulmans, des associations musulmanes, des frères musulmans, des salafistes veulent nous imposer leurs mœurs, leurs coutumes, leurs règles. Donc ça n'est pas acceptable. Vous aviez bien fait attention de ne pas dire les musulmans. Des musulmans et non pas les musulmans dans leur globalité. Je n'ai pas fait d'amalgame. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? C'est l'AFP qui me prêta cet amalgame en disant les musulmans, en raccourcissant considérablement la phrase et en disant les musulmans. Alors,
J'ai obtenu un rectificatif, bon, donc, dont acte, hein, voilà. Une simple erreur, sans Je doute. suis intervenu auprès de l'AFP factuel, de l'AFP, j'ai obtenu un rectificatif, donc la dernière dépêche est corrigée, mais évidemment la dernière dépêche est arrivée 48 heures après, c'est-à-dire que tout ce qui a circulé, pas 48 heures, 24 heures après, pardon, tout ce qui a circulé, eh bien, c'est évidemment la dépêche erronée. Avec vos propos, c'est extrêmement, tronqués. avec mes propos, on va dire, déformés. Mais c'est extrêmement classique en matière de presse. Là, en l'occurrence, c'est à nouveau l'agence France Presse. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que, Bah, c'est une lettre de différence. Mais oui, mais un article défini ou un article indéfini, ça n'a pas tout à fait le même sens. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ignorance, de l'incapacité ou de la malveillance ou de l'inattention, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bah, on pourrait faut être vigilant. On pourrait presque laisser le bénéfice du doute à l'AFP si c'était leur première erreur, mais c'est pas la première malheureusement. Ah, ouais, non, mais ils tiennent alors Agence France presque. Jean-Yves, ça va bientôt être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau et un coup de chapeau à Valeurs Actuelles. Oui, alors un coup de chapeau à Valeurs Actuelles qui consacre sa une et quand même pas mal de pages à la tyrannie des bien-pensants. Avec en une Barthès qui est le génie de la dérision contre ce qui n'est pas le pape de la dérision, contre tout ce qui n'est pas politiquement correct, lui-même étant au cœur du système politiquement correct, eh ben il est allumé. Alors ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu, c'est fâché. Il a piraté le numéro de Valeurs Actuelles, ce qui est un délit au demeurant. Ouais, il l'a mis à disposition via leur compte Instagram. Pardon. Mais voilà. Mais je crois que ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas hésiter, c'est ce qu'on fait nous depuis un certain temps, hein, avec ce que Polémia a fait avec les bobards, ce que Immédiat a fait toutes les semaines, il ne faut pas hésiter à dénoncer les propagandistes sous casaque de journalistes. Bravo à Valeurs Actuelles. En attendant le procès qui va peut-être arriver contre Yann Barthès, je crois que vous avez un dernier coup de chapeau. Alors, un dernier coup de chapeau à la Nouvelle Librairie, qui vient de publier, c'est une petite brochure, le discours de Birmingham d'Enoch Powell. C'est un grand discours prononcé en 1968 par ce dirigeant conservateur britannique et qui pointait déjà les dangers de l'immigration du tiers-monde en Grande-Bretagne et en Europe en 1968. C'est un grand discours qui a coûté sa carrière à un grand homme d'État. Et donc, c'est disponible à la Nouvelle Librairie. Je vous en recommande la lecture. Renaud Camus en a fait la préface et j'en ai fait une courte introduction. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, j'arrive à la semaine prochaine. Ben oui, mais moi, je peux même retrouver ceux de nos web spectateurs qui le voudront bien à la journée de la dissidence de Polémia samedi et à la Nouvelle Librairie toujours, mais cette fois mercredi, où je dédicacerai l'album des Bobards. Très bien, rendez-vous est pris. Et pour ce qui nous concerne immédiat, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.